Je suis à la fois heureuse et triste de vous présenter le dernier panel. Je vais peut-être déjà le dire tout de suite, juste au cas des fois où les gens quittent avant la fin. On a du financement pour un colloque en 2025. Yeah! Donc, ça aura lieu en automne 2025. Cette fois-ci, ça va être un colloque bilingue pan-canadien. Donc, on est super excités. On va vous solliciter, bien sûr, pour partager l'appel, pour soumettre. Donc, on est vraiment, vraiment excités. Et autre petite nouvelle, on a aussi la journée de visibilité lesbienne qui, cette année, va être le 27 avril. Ça va être toute une belle journée, une programmation qui va être révélée sous peu. Donc, on vous invite à nous suivre aussi pour voir l'annonce de la programmation. Et je fais aussi une dernière annonce, je m'excuse, juste être sûre de profiter de ce moment. Mais comme je disais ce matin, on va lancer aussi notre sondage pan-canadien. Bilingue, on devrait le lancer probablement début avril. Donc, on va aussi vous solliciter. N'hésitez pas à le partager dans vos réseaux. Et je garde quand même le mot de clôture pour après le panel. Donc, j'ai le grand plaisir de vous présenter Dominique Bourque pour le panel Représentation par et de lesbiennes, défier l'invisibilité. Responsable des éditions Sans fin, Dominique Bourque enseigne la littérature française et les théories féministes à l'Université d'Ottawa. Ses recherches portent sur les autoreprésentations des lesbiennes dans la littérature et les arts du 20e siècle. Dominique Bourque est spécialiste de l'œuvre de fiction de Monique Wittig et compte parmi ses publications Écrire l'interdit, la subversion formelle dans l'œuvre de Monique Wittig. Je la prononce à l'allemand pour ma mère. Merci beaucoup Tara. Alors ça me fait énormément plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est un bonheur de vous voir. Combien de colloques de ce genre-là a-t-on eu dans le passé? Ceux qu'on a eus, c'est grâce à Lynn Chamberlain. J'aimerais qu'on la remercie. Merci Lynn, franchement, ça a été très important, tout ce que tu as fait pour la visibilité des lesbiennes et des autres minorités. Alors, vraiment, c'est un honneur aussi d'être ici parce que c'est important pour nous, c'est important qu'on puisse se retrouver, c'est important qu'on puisse discuter de nos réflexions. Alors, on a intitulé notre présentation « Représentation par et de lesbiennes, défier l'invisibilité, entrer dans l'histoire ». Alors, il y a beaucoup de choses dans ce titre-là. On aurait pu écrire invisibilité, on aurait pu mettre entre parenthèses le « un ». Alors, toute la question de la visibilité, elle n'est pas simple. Et maintenant, on arrive à pouvoir l'approcher à partir de différents angles. Comme vous allez pouvoir le voir avec les panélistes, hein. Il faut d'abord donc commencer par sortir du placard. Ensuite, il faut commencer par savoir qui on est, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que ça veut dire, hein, se regarder. Donc, la question de l'auto-représentation de soi. Et puis, après, on se donne des grilles pour pouvoir apprécier le travail qui est fait, les images qui sont offertes de nous. Donc, ça, c'est une question importante et qui, enfin, existe comme outil pour nous. Et en dernière partie, vous allez voir aussi la question du support, des supports. Le langage n'est pas neutre. Les images qu'on nous propose sont cadrées. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal, parfois, au-delà des conséquences de la visibilité, de faire ce pas-là. Comment nos images seront-elles reçues? Comment seront-elles récupérées? Parce qu'elles seront récupérées. Alors tout cela nous fait hésiter et peut-être que ça n'a pas été nécessairement une priorité pour nous, la visibilité. Peut-être qu'on a eu d'autres priorités et que c'était nécessaire avant de pouvoir gérer toutes ces conséquences-là. Alors, on va commencer par... qu'est-ce que c'est ça? Une petite surprise. Pardon?
C'est ça qu'il faut présenter. Alors, ah oui, alors je vais simplement d'abord continuer comment je fais pour... Moi, je suis zéro nulle technologie. Comment je fais pour passer d'une autre à une autre image? Ici, parfait, ok. Très bien. Donc, plan du panel. Alors, j'aimerais dans un premier temps, parce que ça fait partie de nos devoirs, de rendre hommage à celles qui ont fait avancer notre réflexion et nos connaissances. Et donc, je vais commencer par rendre hommage très brièvement à Claire Michard, qui est décédée subitement le 17 février dernier, qui est décédée et qui a travaillé jusqu'à la dernière minute. Elle m'a écrit la veille en me disant « Bon, je t'envoie des notes de travail, j'aimerais ça qu'on en parle demain par vidéo parce qu'elle est française d'origine. » Et donc, elle est décédée chez elle, elle est décédée en pleine possession de ses moyens, à 86 ans, presque 87. Elle était toujours au travail, elle n'a jamais reçu de reconnaissance institutionnelle. Elle a travaillé après, sur ses recherches, après son travail alimentaire. C'est un modèle de détermination, quelqu'une qui était une amie et pour laquelle j'avais énormément de respect. Alors, sociolinguiste, spécialiste de la représentation sémantique des humains dans les discours, elle a fait ressortir le sexisme à l'œuvre dans l'usage de la langue. On parle beaucoup de la langue, on parle beaucoup de la structure de la langue, on parle des mots de la langue. Mais il y a autre chose. Il y a la façon dont on utilise la langue. Il y a la question du sens des mots, de la polysémie des mots et des mots que l'on réserve pour certains groupes et pour d'autres, sans même nous en rendre compte. Alors donc, elle a fait ce travail-là de faire ressortir l'importance de l'usage de la langue en tant qu'il tente à reproduire la dissymétrie des rapports sociaux. Alors, on lui doit une fière chandelle. Alors, à la question stratégique du féminisme, être peu visible ou être visible comme sexe, Claire Michard substitue une nouvelle question: comment prendre la parole en tant qu'humain? Parce que si on est réduit à une seule dimension de nous, ça peut nous jouer de vilains tours. Alors, comment prendre la parole en tant qu'humain complexe, qui que nous soyons? Alors, voilà pour le petit hommage à Claire. C'est nous, les Éditions Sans Fin, qui avons publié son dernier ouvrage, Humain, femelle de l'humain, effet idéologique du rapport de sexage et notion de sexe en français. Alors, je dis nous parce que nous, c'était aussi Joanne Coulombe avec moi et une autre personne très précieuse qui a beaucoup travaillé pour notre visibilité, si vous voulez, mais notre cheminement. Et donc, c'est Joanne Coulombe. Alors voilà pour ça. On va passer maintenant aux présentations. Il faut que je fasse oui. Voilà. Alors, la première personne qui va parler, c'est Julie Vaillancourt. La deuxième, c'est Laurine Dumas-Zvanella. J'en profite pour bien signaler l'orthographe de Laurine. Dumas a un S et Zvanella, c'est pas Zavanella, mais c'est Zvanella, d'origine italienne. Hein. Donc, voyez, ça c'est quand même important, la bonne prononciation, la bonne épellation des mots. Pour moi, c'est important. Alors, Lilou Audry et Valérie Simon. Ça va être dans cet ordre-là. Ça n'est pas l'ordre qui apparaît dans votre programme, mais c'est l'ordre que nous avons choisi ensemble. Donc, on va commencer avec Julie.
Julie, elle commence tout de suite. Ah, elle est à la fin. Oui, je viens de comprendre. Oui, merci. Bon, alors, Julie, désolée. Désolée, on est des lesbiennes, on est rebelles à l'ordre. Rebelles à l'ordre, oui. Alors, titulaire d'une maîtrise et d'un baccalauréat en études cinématographiques de l'Université Concordia, Julie Vaillancourt enseigne le cinéma au Cégep de Saint-Jérôme et est journaliste et chroniqueuse pour le magazine LGBTQ+, Fugue depuis 2008 et critique pour la revue de cinéma Séquence. Ses écrits ont notamment été publiés dans Cinematic Queerness aux éditions Peter Lang. En 2022, elle rédige l'ouvrage Archives lesbiennes d'hier à aujourd'hui, tomes 1 et 2, pour le compte du RLQ. En 2023, son livre sur le cinéma queer québécois, intitulé À tout prendre et Il était une fois dans l'Est, est publié chez McGill Queen's University Press. Elle réalise le court-métrage Femmes, réflexion identitaire et co-réalise le documentaire Allah, 40 ans plus tard. Tous deux présentés dans des festivals internationaux. Membre de la FIPRESI, je ne suis pas sûre que je prononce bien, participant à plusieurs jurys de cinéma au fil des ans. Elle est membre votant international aux Golden Globes depuis 2024. Écoute, merci Dominique. Je vais essayer d'être à la hauteur du début de ta présentation, mais j'ai décidé de m'asseoir, je vais commencer ça assis. Donc, ça va bien tout le monde? Oui, en forme, super. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un bref, dis-je, très bref survol de l'émergence donc des représentations lesbiennes dans le cinéma québécois. Vous en doutez qu'en 10 minutes, on va vraiment survoler la question. Donc, c'est loin d'être exhaustif, mais j'espère finalement que ça va vous donner des suggestions de cinéma à regarder après le colloque. Donc, voilà. Donc, dans l'histoire du cinéma, donc les réalités lesbiennes ont longtemps été abordées de manière indirecte ou stéréotypée, puisque liées au contexte social. Comment exiger de voir à l'écran ce qu'on ne voit pas socialement? Donc, c'est un peu la question qu'on se pose au début. Aussi, il faut se rappeler les contextes de production. Donc, on a la censure, que ce soit avec le Code Hayes aux États-Unis qui débute dès les années 30, ou le clergé au Québec. On va avoir notre fameux bureau de la censure et on va être très fort sur la censure au Québec jusqu'à la fin des années 60. Donc, le lesbianisme va être très rarement donc, nommé ou même montré explicitement et va plutôt être relayé au rang donc, des sous-entendus. Et ça, jusqu'aux années 70. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur cette période-là, notamment du cinéma américain, j'ai mis de Celluloid Closet, donc de Rob Epstein, donc un documentaire qui est sorti dans les années 90, qui est basé sur les écrits du théoricien Vito Russo, donc qui est très intéressant, qui va vous en dire davantage sur ces représentations-là. Mais comme on a 10 minutes, je fais juste vous mettre la pochette du DVD ici, c'est bon? Donc, on continue. Donc, bien sûr, la fin des années 60 va vraiment annoncer un vent de fraîcheur grâce aux événements de Stonewall, à l'adoption du Bill Omnibus, nécessairement en 69 ici au Canada, mais aussi grâce à la démocratisation du médium cinématographique. Donc, on va avoir l'accessibilité de la vidéo, finalement, qui va jouer un rôle important. Pourquoi? Parce que les minorités vont vraiment être exclues du système dominant et ils ne vont pas se reconnaître nécessairement donc, dans le langage cinématographique de ce système-là. Et donc, devant l'absence, devant même l'impertinence des images d'eux-mêmes qui vont être présentées, certaines des minorités vont décider d'abord de prendre la caméra donc pour présenter leur bataille, leur lutte, leur subjectivité. Donc, on le sait, à l'époque des années 80, avec l'émergence de la maladie du sida, ça va devenir extrêmement important, cette prise de position-là en lien avec le médium vidéographique. Ils vont redéfinir aussi, définir, mais même redéfinir leur image. Donc, trouver une écriture propre pour se distancier donc, des représentations stéréotypées. Donc, on va se les réapproprier. C'est sûr que toute représentation d'une population minoritaire passe nécessairement par le stéréotype jusqu'à un certain point parce que c'est les dominants, le système dominant qui le met en représentation.
Bien sûr, le jugement esthétique de ces productions-là, de ces premières productions-là aussi, vidéo, peuvent différer parce que nécessairement, on n'a pas le même accès au financement que les populations dominantes. Donc, on va avoir les vidéastes qui vont sortir de la cuisine, finalement, vont se regrouper. On va avoir le groupe d'intervention vidéo, Vidéo Femmes. Donc, le GIV existe toujours, bien sûr. Et donc, la vidéo va devenir un élément là, primordial de l'identité féministe. Donc, l'éventuelle émergence d'une visibilité lesbienne au Québec est fortement rattachée donc, à la vidéo et au féminisme. Et cette visibilité lesbienne là, au sein du mouvement féministe va devenir plus concrète là, des années 76 à 82, avec une période là, de manifestations culturelles importantes. Notamment le documentaire Some American Feminists, donc quelques féministes américaines en version française, donc réalisé par Nicole Brossard, Luce Guilbeault et Margaret Westcott, donc en 78. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce film-là à main levée? Ah, quand même, on aime ça. Donc, si vous ne l'avez pas vu, donc disponible sur le site de l'ONF, donc gratuitement, donc à voir. Donc, ces femmes-là sont parties à New York finalement en 75 et 76 et vont mettre en scène une série d'interviews avec des théoriciennes féministes, donc, dont certaines affichent leur lesbianisme. Ce sont des théoriciennes en majorité américaines. Évidemment, si la présence lesbienne ici est plus invisible, ben, il en demeure pas moins que sa visibilité va passer par le parapluie féministe, mais aussi par les militantes américaines. C'est compréhensible parce que, comme le disait Nicole Brossard, donc, qui a co-réalisé le film, elle disait ben, il y avait déjà une petite histoire de 10-12 ans de féministes aux États-Unis. Il y avait déjà des livres qui avaient été publiés. Donc, nécessairement, ça le nourrit leur recherche pour le film. Mais là, qu'en est-il des lesbiennes québécoises? Donc, en réaction à ce manque de représentation lesbienne, on va avoir certains films plus rarissimes qui vont être réalisés ici par des lesbiennes, dont le documentaire Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui, donc qui va être produit en 1981 par Vidéo Amazon, donc un documentaire qui est réalisé par les 4 lesbiennes du collectif fondateur de la revue éponyme, ALA, donc Danielle Charret, Jean Bergeron, Louise Turcotte et Ariane Brunet. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont dans la salle? Ah, c'est triste, on aurait aimé ça. Hier, elles étaient là. Que voulez-vous? Donc, vous les voyez ici à l'époque, en noir et blanc. Donc, vous voyez les photos. C'est un documentaire qui va nécessiter donc 2 ans de travail, qui va mettre en scène 18 lesbiennes montréalaises francophones, donc d'âge, de classe sociale, de milieux différents, qui vont venir s'exprimer finalement sur leur réalité. Elles se définissent comme lesbiennes avec des positions politiques qui vont du féminisme au lesbianisme radical. Donc, ce film-là va devenir un outil de discussion sans pareil pour la communauté lesbienne, sans compter donc, que le collectif Vidéo Amazon qui a produit le film avait décidé que le documentaire s'adresserait uniquement aux lesbiennes, donc qui en contrôlaient finalement la distribution. Donc, ALA va être créé par et pour les lesbiennes pour favoriser les échanges entre lesbiennes. Donc, d'ailleurs, sur la diapo, vous voyez donc le résumé du documentaire ALA 40 ans plus tard, qui a été réalisé avec par Dominique Bourque, Feu, Joanne Coulombe et moi-même. Donc, évidemment, en 10 minutes, je n'aurai pas le temps d'en parler plus, mais si vous avez des questions après, moi ou surtout Dominique, là, je ne sais pas, est parti où, mais ça va nous faire plaisir de ah oui, ouais, j'ai de la misère avec mon dos. Donc, on pourra vous en parler là, davantage. Donc, dans les années 70, la vidéo va devenir donc un élément primordial de conscientisation là, et de valorisation de l'identité lesbienne. A priori, donc, plus efficace que le cinéma de fiction. J'ai 10 minutes, mais j'aurais pu vous parler aussi du réseau VDL dans les années 70-80 qui va produire beaucoup de vidéos. J'aurais pu vous parler aussi de la programmation d'imagination qui commence là, en 88. Donc, le cinéma de fiction lesbien va sortir timidement du placard dans les années 80. La première représentation s'affiche, si on veut, s'affiche d'abord à la télévision avec le téléfilm Arioso qui est diffusé sur les ondes de Radio-Canada. Donc, ça s'inspire de l'œuvre romanesque de Louise Maheu-Forcier. Et le tout avant... Oui, c'est bon. Par la suite, donc, va apparaître au cinéma. Donc, on va voir les premières représentations du lesbianisme, représentations pionnières dans les œuvres donc, de Léa Poul, avec La femme de l'hôtel, réalisée en 1984, et Anne Trister en 1986. À savoir que ces films-là sont tout de même redevables aussi là, aux fictions plus féministes qui vont les précéder.
J'aurais aimé vous parler davantage de Mourir à toute tête, par exemple, en d'Anne-Claire Poirier, qui a été réalisé en 79, ou alors de La cuisine rouge de Paul Baillargeon dans les années 80. Bref, à la manière des années 70 où le lesbianisme avait du mal à paraître sans l'ombrelle du féminisme, les premières représentations cinématographiques du lesbianisme vont davantage faire place à la féminité par le biais de l'écriture féminine, des non-dits, pour expliquer leur existence. Donc, le caractère davantage flou et laconique avec lequel le lesbianisme est représenté, ça va être particulièrement frappant là, dans les représentations pionnières de Léa Poul. Donc, Léa Poul nous offre finalement un cinéma qui est intime, qui est revendicateur d'une nouvelle écriture, d'un nouvel espace féminin, par le biais donc d'un regard féminin sur le sujet femme. Donc, elle a finalement une réappropriation du regard. Donc, c'est une tangente qui va être visible à l'époque dans divers domaines artistiques aussi, cette réappropriation-là. Oui, elle est présente dans les deux films et elle passe par la création d'un espace féminin pour la production artistique, donc musique, cinéma, peinture, mais aussi pour la citoyenne femme qui va sortir donc de l'espace domestique pour contrer les oppressions subies. Est-ce qu'il y en a qui ont vu La femme de l'hôtel? Oui, toujours. Anne Trister? Anne Trister? OK, quand même un petit peu plus. Est-ce qu'il y en a qui sont allés cette semaine au rendez-vous du Québec Cinéma? Donc, non. Donc, on célébrait mercredi le 40e anniversaire de La femme de l'hôtel. Et donc, Léa Poul était présente là, pour une discussion. Donc, c'était génial de voir qu'on la célébrait finalement là, au RVCQ. Donc, deux films que je vous suggère de voir. Donc, évidemment, quand on regarde l'œuvre de Léa Poul, le mot lesbianisme ou lesbienne n'est pas nommé, sauf dans Lost and Delirious. Donc, Lost and Delirious qui a été réalisé là, en 2001. Nécessairement, on est dans les années 2000, on a une acceptation plus grande aussi là, de l'homosexualité. Donc, un peu normal aussi qu'on la nomme davantage. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Lost and Delirious? Ah là, les mains se sont levées, vous avez vu. Emporte-moi, est-ce qu'il y en a qui ont vu Emporte-moi? Ah, OK, quand même. Très beau film, Emporte-moi. Donc, Léa Poul le dit, c'est un de ses films les plus personnels, les plus autobiographiques. Donc, à voir si vous ne les avez pas vus. Donc, la représentation du désir lesbien s'effectue davantage donc par des sous-entendus, par des non-dits, par une représentation concrète et non par une représentation concrète du désir lesbo-érotique. Donc, on a l'utilisation des silences dans l'œuvre de Léa Poul qui est extrêmement importante, comme le jeu des regards. Et de c'est ça qui va traduire la présence du désir lesbien à l'écran. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Julie, il y a des silences dans tous les films. Fait que là, ta théorie ne tient pas. Oui, mais l'utilisation des silences, on ne peut pas l'ignorer dans ce cas-là, vu le sujet traité, parce que écrire des silences en mots ou dans des histoires, c'est avant tout créer une présence. Il ne faut pas l'oublier. Dans la trame narrative qui nous concerne, renforcer cette présence lesbienne-là à l'aide de silence, c'est une alternative stylistique et cinématographique qui n'est pas à négliger. Pourquoi? Parce que les films imposent donc un point de vue, une intention, une sensibilité que le silence va venir finalement mettre en évidence. Donc, en terminant, selon moi, celle qu'on pourrait voir comme l'émule de Léa Poul, c'est Chloé Robichaud. Donc, elle a une écriture cinématographique qui est mature, qui va explorer donc divers sujets comme le désir lesbien par le biais de silence aussi et de non-dits. Dans Sarah préfère la course, on a plusieurs scènes qui vont laisser parler le silence, donc un silence qui en dit long parfois et qui est parfois plus bavard que les personnages eux-mêmes. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Sarah préfère la course? Ah ouais, là on commence à lever les mains. Donc voilà, donc idem avec Les Jours heureux, donc son plus récent film. Qui a vu Les Jours heureux? Oui, quand même. Ah, vous voyez, il y a pas beaucoup de mains là. Moi, je vous suggère, si vous voulez davantage vous voir à l'écran, faut consommer. Il faut consommer le cinéma qui nous représente. Plus on le consomme, le cinéma, c'est une industrie, là. Plus on le consomme, plus on va voir des images de nous-mêmes à l'écran aussi. Donc, c'est important. Donc, on est le public cible. Quand on voit des histoires comme ça, il faut l'encourager. Pas juste sur les services de streaming, mais au cinéma, dans la salle obscure. Voilà. Check, Julie, tu as passé ton message. Oh, je continue, j'ai presque fini.
D'ailleurs, Léa Poul m'avait confié il y a quelques années, lors d'une entrevue pour Séquence, elle m'a dit, le spectateur est beaucoup plus habitué à voir le regard masculin que le regard féminin au cinéma. Et c'est tout à fait vrai, hein, parce qu'on a plus d'hommes qui vont se retrouver derrière la caméra. Donc, ça découle de la place des réalisatrices dans le cinéma québécois. C'est aussi une question que j'ai abondamment posée à Chloé Robichaud, comme plusieurs journalistes. D'ailleurs, elle s'en amuse dans Les Jours heureux. Là, on a à un moment donné une scène qui rit un peu de cette idée-là de la place des femmes, mais ici, dans le milieu de la musique. Cela dit, c'est pas faux de dire hein, qu'il y a 10 ans, donc elle était parmi les rares femmes à tourner des longs métrages de fiction à grand budget au Québec. Donc, mais heureusement, c'est appelé à changer. Hein. Il y a plusieurs initiatives qui se mettent en place. Hein, on ne va pas se laisser sur une note négative. Si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais pu vous parler du test de Bechdel, donc créé par la BDiste là, Alison Bechdel en 1985, qui s'interroge justement sur la surreprésentation des protagonistes masculins ou la sous-représentation de personnages féminins dans une œuvre de fiction. Vous ferez l'exercice la prochaine fois que vous regarderez un film. Hein, quand il y a deux personnages qui parlent, ils sont encore en train de parler du dude, là, du gars. Là. C'est souvent le cas. Donc, vous posez cette question-là. On a aussi le Gina Davis Institute on Gender in Media, donc, qui a été fondé là, en 2004 et qui travaille là, à l'inclusion davantage à Hollywood. Donc, à l'image du film, tout peut changer. Je pense qu'on a aussi là, les clés en main là, pour faire en sorte que le milieu change et qu'il nous offre davantage là, de représentation lesbienne. Donc voilà, j'aurais pu aussi vous parler de Lesbiana, une révolution parallèle, hein, de ne pas mettre de côté les fameux documentaires militants. Ben oui, ben oui. Ben oui, c'est ça, mais en 10 minutes, là, j'ai vu le carton, j'ai plus de temps d'ailleurs, mais on n'oublie pas donc le documentaire davantage militant hein, qui se fait notamment là, au groupe d'intervention vidéo là, et ailleurs. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, ça a pris 10 minutes, ben, j'ai publié des ouvrages, il y a plein d'affaires écrites dans Archives lesbiennes aussi à ce niveau-là, donc voilà, bon cinéma. Alors, merci beaucoup, Julie. On va maintenant passer la parole, le micro à Lynn Underhill, j'allais dire, à Laurine Dumas-Zvanella, qui est diplômée d'une licence en histoire de l'art à l'École du Louvre et d'un master en études de genre et histoire à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle y a soutenu une thèse de mémoire portant sur l'autoreprésentation du vieillissement et de la vieillesse féminine dans les arts visuels des années 1970 à nos jours. Bonjour à tout le monde. Du coup, moi aujourd'hui, je vais faire une présentation sur Lynn Underhill en m'attardant spécifiquement sur sa série No Man's Land, réalisée en 1998, et sa série Last Standing, réalisée en 2016. Donc, c'est par la série de photographie Drag Piece, réalisée en 1994, que j'ai découvert cette artiste dans l'ouvrage de Harmonia Mount, Lesbian Art in America. Je cherchais des artistes lesbiennes ayant travaillé sur les sujets du vieillissement ou de la vieillesse par le biais de l'autoreprésentation. Et bien que cette série ne parle pas vraiment du vieillissement en tant que tel, l'intérêt visible de l'artiste pour la représentation du corps en relation avec une identité clairement lesbienne, et en l'occurrence butch, et aux enjeux liés à l'apparence m'a convaincue de continuer mes recherches sur cet artiste pour laquelle il n'existe aucune monographie ou ouvrage de référence à l'heure actuelle. Donc, pour revenir un peu sur sa vie et sur son œuvre, Lynn Underhill est née en 1936 aux États-Unis. Elle grandit entourée de sœurs avec un père qui meurt jeune et une mère qui lui apprend les rudiments de la photographie. Elle va suivre des études d'architecture, les abandonner pour des cours d'art, notamment un sur la photographie avec Dorothy Lange. Durant ces années, elle rencontre Bill Underhill qui va devenir son mari et elle abandonne sa carrière pour le suivre dans ses déplacements et élever leurs enfants. Mais c'est à partir de 1976 qu'elle commence à, je cite, « reprendre le contrôle de sa vie » et qu'elle fait son coming out lesbien et divorce de son mari, avant d'être diplômée d'une maîtrise en art en 1982. Donc elle n'a jamais arrêté de photographier ce qui l'entourait, même durant son mariage, et influencée par la straight photography, elle va capturer sa famille, les objets et
paysages qui l'entourent, les inconnus dans la rue et même elle-même par le biais d'autoportraits secrets. De même, elle réalise de nombreux projets plus réfléchis durant son cursus en photographie, donc comme à droite, une série de photographies plus abstraites. Cependant, ces photographies-là ne sont pas accessibles. À ma connaissance, elles n'ont jamais été montrées ou exposées et elles sont conservées dans ses archives à Lyle, dans l'État de New York. Donc c'est à partir des années 1980 qu'elle va opérer un tournant, puisqu'elle va se concentrer presque exclusivement sur son art et commencer à créer des séries d'œuvres qu'elle diffuse et expose. Et c'est cette première partie de carrière qui démontre un intérêt clair pour des questions d'ordre féministe et lesbien. Donc, par exemple, avec cette série Forever, réalisée en 1986, où elle crée un décalage entre les représentations et la réalité du mariage, et vient critiquer cette institution forcément hétérosexuelle. Elle le fait par le biais de collages qui sont composés de paroles de chansons romantiques, de listes d'objets permettant un maintien de l'apparence féminine et de détails de sourires tirés de photographies de mariage réalisées par sa mère. Entre 91 et 93, elle réalise Claiming the Gaze, où elle s'interroge sur le regard et elle mène une réflexion sur la manière dont sont représentées les femmes dans la publicité, la presse et les médias en général. Elle imagine une stratégie de présentation alternative où les femmes se distancient des codes de représentation habituels. Elle les photographie sur des tirages de taille humaine où les femmes se tiennent debout, de face, droite et sans sourire. The Tomboy Suite, elle réalise cette série en 1996 et ça marque la première partie d'une trilogie sur l'identité, la masculinité et la performance. Elle y crée ce qu'elle appelle un musée pour les tomboys, où par une mise en scène spéciale, elle redonne son importance aux objets et aux jouets qui étaient normalement destinés aux petits garçons, mais qui ont peuplé son enfance et celle de ses amies lesbiennes. La série est notamment accompagnée d'images d'archives de l'artiste et des personnes qui ont bien voulu participer durant leur enfance dans des pratiques et des vêtements qualifiés de tomboy. Enfin, dans cette série Cosmic Dominatrix, réalisée au début du XXIe siècle, elle adopte une approche de performance où elle produit une parodie du pouvoir masculin en habitant des figures caricaturales de femmes étranges, puissantes et voraces, donc en l'occurrence à gauche la figure de l'artiste et à droite la figure du conservateur de musée. Donc, à partir du moment où elle dépasse l'âge de la soixantaine, on peut dénoter un intérêt marqué qui revient dans plusieurs séries photographiques pour le sujet de l'avancée en âge. Plusieurs des aspects du vieillissement y sont explorés. Dans After All, réalisé entre 2002 et 2003, elle s'intéresse spécifiquement au vieillissement humain d'un point de vue médical et physiologique. Ces deux autres séries, No Man's Land à gauche et Last Standing à droite, explorent, elles, de manière plus ou moins explicite, les questions liées aux représentations du vieillissement, en offrant des approches visuelles qui se démarquent des représentations de la culture visuelle dominante, en particulier en histoire de l'art. Donc, elle réalise No Man's Land, âgée de 62 ans, en 1998. Cette série est un ensemble d'autoportraits en noir et blanc qui la mettent en scène. Ces images sont avant tout un hommage direct au portrait du photographe gay George Platt Lynes, réalisé dans les années 1930 et 1940, d'hommes politiques, d'artistes, d'intellectuels nord-américains et européens, donc comme par exemple ici Jean Cocteau et Henri Cartier-Bresson. Underhill reprend ses codes à l'identique, mais elle se place elle-même dans ses images et insère des variantes. Donc ces autoportraits deviennent un moyen d'explorer son identité en tant que butch et femme vieillissante dans une société où le seul idéal de beauté qui existe pour les femmes est celui de la jeunesse, qui est inextricablement lié à ce qui constitue la féminité. Et cette réalité a notamment été théorisée par Susan Sontag, qui décrit l'expérience du vieillissement comme doublement pénalisante pour les femmes, car à l'agisme vient s'ajouter le sexisme. Dans la plupart de ces images, Underhill apparaît de plein pied ou de plus près, regardant directement dans l'objectif, de manière franche, habité d'un regard défiant et provocateur dans des habits et accessoires traditionnellement masculins. Typiquement masculine, ses positions le sont également. Elle a les jambes écartées, les mains dans les poches, les bras dessus-dessous, et elle fume des cigares ou des cigarettes.
Les lumières ainsi que les positions et costumes changent, mais la masculinité qui leur est associée reste et constitue le sujet de l'œuvre, comme l'indique le titre de la série No Man's Land, littéralement Terre sans homme, qui est une référence directe à cette masculinité sans homme qu'elle habite en tant que lesbienne. Dans cet autoportrait au chapeau et au bandage, Underhill apparaît presque nu, mais c'est son visage grave et son regard défiant, comme dans le reste des images, qui retiennent notre attention. Les signes de l'âge sont présents partout. On voit des rides, des plis, des cheveux blancs, des taches de vieillesse, etc. Cependant, ici, elles importent peu. Elles ne sont pas tant le sujet explicite de l'œuvre que le sujet implicite. Les marques visibles du vieillissement font partie intégrante de la personnalité que l'artiste incarne, de l'assurance qu'elle dégage, de sa position provocante et assumée, et in fine de la beauté des autoportraits. Ces marques deviennent des accessoires de la posture qu'elle prend et se détachent de leur connotation culturellement négative pour une femme. On peut dire que par ses mises en scène, Underhill va à l'encontre des représentations genrées du vieillissement, qui présentent des femmes rendues laides, affreuses et vulnérables par leur vieillissement, comme on peut le voir dans ces deux peintures du XVIe siècle, ou des femmes essayant de retenir une jeunesse qui s'en va ou s'en est allée depuis longtemps, en cachant les changements qui apparaissent, comme le représente de manière ironique et critique la photographe américaine Cindy Sherman. Par la même occasion, Underhill renverse un trope sexiste et agiste récurrent dans la construction sociale du vieillissement féminin, celui qui le rend équivalent à une masculinisation de l'apparence des femmes. Comme on le voit, cette masculinisation est souvent utilisée pour représenter de manière négative des femmes vieilles dans l'histoire de l'art occidental. Elle est comprise comme un enlaidissement qui rend les femmes étrangères à elles-mêmes, les prive de leur identité et mène à une négation de leur statut social. C'est notamment ce qu'a relevé l'historienne de l'art Caroline Chester-Cordon dans son étude de ce sujet en art à l'époque moderne. Comme on peut le voir dans les exemples qu'elle utilise dans son étude et que je montre à l'écran, en particulier cette vieille femme grotesque du XVIe siècle, réalisée par le peintre flamand Quentin Matsys. Cependant, ces significations fonctionnent uniquement dans un système hétérosocial où les femmes sont circonscrites à la féminité et hétérosexuelles par défaut. L'artiste, en tant que femme vieillissante, est bien masculine, mais ce fait ne renvoie plus à une perte progressive de son identité ou à un quelconque enlaidissement. Au contraire, il fait partie intégrante de sa subjectivité et de ce qu'elle choisit de présenter dans ses autoportraits. En se situant hors d'un système binaire du genre qui associe de manière exclusive les hommes à la masculinité et les femmes à la féminité, Underhill invalide de facto les représentations et conceptions agistes qui masculinisent les femmes vieillissantes et constituent cette masculinité comme une menace à leur intégrité de genre. Elle affirme cette masculinité subversive qui vient renforcer son identité et redonner une puissance à l'expérience du vieillissement qui n'est plus vécue ou appréhendée en des termes bien souvent déclinistes. Donc pour finir cette présentation, j'aimerais montrer cette dernière série réalisée en 2016 à l'âge de 79 ans, Last Standing. Elle comprend plusieurs autoportraits composés de séquences de photographies dans lesquelles elle se montre toujours en mouvement, réalisant une action dont elle déploie le processus et presque exclusivement nue. Elle tient un chat, elle pleure, elle saute dans les airs, elle chante, etc. En particulier dans Split, seulement chaussée de bottes, on la voit tenir une hache entre ses mains, la lever, le visage et le corps tendus dans un seul geste et fendre la bûche en deux. Elle montre un corps féminin, le sien, dans la nudité et l'âge, plus chaotique que discipliné, plus puissant que polissé. Ce que Underhill fait ici, c'est-à-dire briser un matériau en utilisant la force, est un geste caractéristique de métier masculin et traditionnellement une forme virile d'extériorisation de la rage, donc des choses associées à la masculinité et à la jeunesse. Donc cet autoportrait en particulier, mais cette série dans sa globalité, ne vise pas à s'aligner avec la tradition sexiste du nu féminin ou à créer un plaisir esthétique. Au contraire, elle interpelle le public par le choc et la surprise que créent ces images de vieilles femmes nues, qui ne se soumet à aucune convention et subvertit les rôles de genre et d'âge. Donc, pour conclure, Underhill montre au travers de ses œuvres que dans cet espace proposé par l'art, une subversion des conceptions culturelles de la vieillesse féminine est possible, prenant son corps comme matériau de cette exploration. En tant que lesbienne et en tant que butch, elle s'inscrit dans un espace relationnel et subjectif où les normes et injonctions de l'hétérosocialité n'ont pas lieu d'être, ou en tout cas un espace de manœuvre est possible,
et où sa masculinité la place en dehors des normes hégémoniques de la féminité. Merci. Merci beaucoup, Laurine. Alors, on passe maintenant à Lilou Audry, diplômée d'une licence à Sciences Po Paris. Lilou Audry rejoint l'Institut d'études féministes et de genre de l'Université d'Ottawa en 2021 afin d'y compléter une maîtrise. Elle y rédige sa thèse intitulée « Pour une lecture matérialiste des représentations lesbiennes au cinéma », étudier les films de Céline Sciamma et Catherine Corsini à la lumière de l'œuvre de Wittig. Elle travaille aujourd'hui au Festival de cinéma Images et Nations. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, du coup, moi aujourd'hui, je vais proposer une lecture matérialiste des représentations lesbiennes au cinéma, en prenant notamment l'exemple de... Pardon. Pardon, excusez-moi. Donc, je reprends. En partant notamment de l'exemple de Portrait de la jeune fille en feu, qui est un film de Céline Sciamma, en m'appuyant notamment sur les idées matérialistes de Monique Wittig. Donc j'imagine que tout le monde est plus ou moins familier avec Monique Wittig et son œuvre, mais au cas où, je vais quand même la représenter très brièvement. Donc Monique Wittig, c'était une auteure française et une militante lesbienne qui est devenue l'une des figures de proue du lesbianisme matérialiste et politique. Donc elle a notamment fait partie du MLF, donc Mouvement de libération des femmes, et surtout des Gouines Rouges, qui était un groupe lesbien, politique et radical parisien, avant de quitter ces groupes parisiens et de partir pour les États-Unis en 1976. Aux États-Unis, elle a été professeure dans les départements d'études françaises et d'études des femmes de différentes universités et elle y a vécu jusqu'à son décès en 2003. Aujourd'hui, Monique Wittig, elle est principalement connue pour avoir théorisé la pensée straight et pour ses écrits fictifs novateurs comme Les guerrières et L'Opoponax. Donc, l'œuvre de Monique Wittig est vraiment très très dense, donc je vais essayer de m'attarder aujourd'hui sur une seule idée principale, qui va être que donc pour Wittig, le langage est un outil qui a été créé et qui est utilisé par la société hétérosexuelle pour contrôler et dominer tous les individus qui sortent de la norme. Donc pour elle, le langage tel qu'on le connaît ne nous permet pas de, nous, lesbiennes, nous définir ni de nous penser, et il va être nécessaire de nous jouer de lui et de le subvertir si on veut arriver à le mettre de notre côté et à l'utiliser à bon escient, entre guillemets. Donc pour Wittig, il va falloir essayer de faire en sorte que le point de vue qui est traditionnellement minoritaire, donc ici le point de vue lesbien, devienne le point de vue universel qui, d'habitude, est celui de l'hétérosocialité. Donc on voit que ça, c'est un travail que Wittig fait elle-même très très bien dans tous ses textes, que ça fonctionne très très bien, notamment du côté de la fiction, avec par exemple L'Opoponax, qui a été célébré par le milieu littéraire français à sa sortie et qui a notamment gagné le prix Médicis. Donc l'idée ici, ça va être d'utiliser les codes de l'hétérosexualité pour se fondre dedans, tout en parvenant à placer le point de vue lesbien au centre de la conversation et donc d'arriver à altériser l'hétérosocialité. Donc, pour décrire cette idée-là, Monique Wittig va utiliser la métaphore du cheval de Troie. Donc, pour essayer d'appliquer un petit peu cette théorie wittigienne au cinéma, j'ai décidé d'utiliser donc le film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez vu le film, juste pour... Ok, parfait, ça a bien fonctionné. Donc, on sait déjà, avant de commencer, je voudrais juste dire qu'on sait que Céline Sciamma adopte la compréhension du lesbianisme de Monique Wittig et qu'elle se situe plus ou moins dans la même lignée de pensée. Elle a déjà cité Wittig dans des entretiens et notamment depuis la sortie de Portrait de la jeune fille en feu. Donc avant de proposer mon analyse, j'aimerais lire un extrait d'entretien pour vous donner un peu une idée de la position de Sciamma. Donc c'est un extrait d'un entretien qui a été donné pour le magazine Roger Hébert en 2020 pendant la tournée de promotion du film. Donc, je réalise avec ce film à quel point le mot lesbienne est peu utilisé et l'effet que cela produit lorsqu'il est utilisé à propos d'une œuvre d'art. Même lorsque, pendant la promotion du film, j'employais moi-même le terme lesbienne,
le mot était parfois remplacé dans l'article final. Qu'est-ce qu'il se cache derrière ce mot? Je ne trouve pas que ce soit un mot effrayant, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière le mot, il y a un projet. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose de dangereux. Nous le savons parce que Monique Wittig a dit que les lesbiennes n'étaient pas complètement des femmes, car elles échappent à une partie du patriarcat, au moins domestiquement ou romantiquement. Cela est très, très subversif. Donc, pour revenir à Portrait, on voit que dans ce film-là, il y a une rupture avec l'hétérosexualité qui est omniprésente et multidimensionnelle et qui commence dès le début du film. Donc cette rupture, elle va déjà être signifiée. Signifiée par quoi? Signifiée par des choix scénaristiques, comme par exemple le fait que l'action se déroule sur une île, sans aucun homme dessus, et aussi par le fait que le seul moment où un homme arrive sur l'île, ça va marquer la fin de l'idylle lesbienne des protagonistes, ça va marquer le retour de la mère et en quelque sorte le retour à l'hétérosocialité. On pourrait peut-être aussi voir dans cette utilisation de l'île une sorte de clin d'œil de Siama à Wittig par rapport à l'île qui est inventée par Wittig dans Les Guerrières et qui a plus ou moins la même signification dans Les Guerrières que dans Portrait. La rupture, elle va aussi être idéologique dans la critique que Siama va proposer des institutions hétérosociales du mariage et aussi des rôles traditionnellement associés des rôles traditionnellement associés à l'artiste et à la muse. Donc ça, c'est quelque chose auquel je reviendrai dans une minute. Et enfin, on voit que cette rupture, elle est donc principalement matérielle, évidemment, parce qu'il y a évidemment une relation lesbienne qui se crée à l'écran et qui occupe une place centrale dans le récit, à contrario des relations hétérosexuelles qui, elles, vont être signifiées partout, mais qui ne vont jamais occuper la place principale. Donc quand je parle de relations hétérosexuelles signifiées partout, je ferai notamment référence à la grossesse de Sophie, donc c'est le personnage de la bonne, ou au mariage forcé d'Héloïse, donc qui sont des choses dont on parle, qu'on voit, mais on ne voit jamais vraiment le mari, on ne voit jamais vraiment l'homme avec qui Sophie a eu des relations sexuelles, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du signifié. Donc mon premier point, ça va être celui de la subversion de la dynamique artiste-muse, comme je disais. Donc traditionnellement, on sait que dans une relation artiste-muse, le rôle de l'artiste va plutôt être associé à l'homme, tandis que le rôle de la muse va plutôt être associé aux femmes. Donc le rôle de la muse, ça va être un rôle passif, un rôle de beauté, donc un rôle physique et généralement sans vraiment de subjectivité. Donc dans cette relation-là, on voit bien qu'elle se situe dans la continuité de la domination d'une classe sur l'autre, avec la classe des hommes qui se constitue en tant que sujet, tandis que la classe des femmes va plutôt, donc très généralement, être reléguée au rang d'objet. Donc dans Portrait de la jeune fille en feu, on voit bien que cette dynamique, elle est complètement redéfinie, donc non seulement parce que l'artiste et la muse sont évidemment toutes les deux des femmes, toutes les deux des lesbiennes, mais aussi parce qu'il y a un travail considérable qui est fait sur la question du regard. Généralement, le pouvoir dans la relation artiste-muse vient du fait que l'artiste, c'est lui qui regarde, c'est lui le voyeur, c'est ce qu'il voit et sa perception de ce qu'il voit qui va être transcrite dans l'œuvre d'art. Tandis que la muse, c'est elle qui subit le regard, c'est celle qui est regardée. Et Siama, elle va complètement redéfinir cette relation et ses rôles traditionnels en démontrant que en fait, le regard n'est pas du tout unidimensionnel. Donc on va se rendre compte au fur et à mesure du film que la muse non seulement regarde tout autant qu'elle est regardée, mais en plus de ça, a une subjectivité et retourne le regard de l'artiste. On se rend compte au fur et à mesure que finalement c'est un petit peu la même dynamique que celle qui a été théorisée par Wittig, qui appelait à replacer le point de vue lesbien au centre du récit. Donc comme Marianne et Héloïse sont toutes les deux lesbiennes, on peut considérer que Siama prend Wittig au pied de la lettre quand elle imagine cette scène-là. Pour celles et ceux qui ont vu le film, vous verrez, vous souviendrez de l'échange qui a lieu à ce moment-là. Donc c'est cette scène où la peintre et la muse vont littéralement échanger de place et se retrouver toutes les deux au milieu de la pièce, donc au centre de l'image et au centre du récit cinématographique. Donc à ce moment-là, nous, en tant que spectateurs, on se rend compte que le point de vue qui est généralement considéré comme dominé, minoritaire, celui de la muse, va devenir le point de vue universel, donc généralement attribué à l'artiste. Et donc on se rend bien compte qu'à ce moment-là, qui est donc affiché à l'écran, la subversion a lieu, c'est
la muse Héloïse qui regarde l'artiste, tandis que l'artiste Marianne regarde a rejoint la muse à sa place, donc elle regarde son ancien point de vue. Donc la subversion a lieu et le point de vue lesbien devient le point de vue universel. La deuxième chose que je voulais aborder, c'était donc cette idée de subversion du langage dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure. Donc je voulais évoquer le phénomène de resubjectification des personnages féminins et notamment du personnage mythique d'Eurydice, qui est un phénomène qui arrive grâce à la subversion du langage par les trois protagonistes. Donc pendant la scène de la lecture du mythe d'Orphée et d'Eurydice, dont j'ai mis l'image à l'écran, chacune des trois protagonistes va proposer sa propre interprétation du mythe. Donc nous, traditionnellement, généralement, on a tendance, comme Sophie, donc le personnage de la bonne qui est juste à droite, à penser que dans cette histoire-là, c'est Orphée qui choisit de se retourner pour regarder sa femme Eurydice avant d'être sorti des enfers. Donc c'est lui qui la condamne et c'est sa faute si elle meurt une deuxième fois. Le personnage d'Héloïse, donc tout à gauche, qui d'ailleurs, c'est aussi intéressant parce que c'est elle aussi qui incarne la muse dans ce film, va proposer une relecture du texte en disant que est-ce que ce ne serait pas plutôt Eurydice qui a demandé à Orphée de se retourner. Donc à ce moment-là, ça permet de placer Eurydice en tant que sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui a une conscience et qui est capable de faire un choix. Donc ce que dit Héloïse, c'est que c'est Eurydice qui demande à Orphée de se retourner, qui choisit elle-même son destin et en choisissant plutôt qu'en étant condamnée par les choix de quelqu'un d'autre, donc en l'occurrence par les choix de son mari, elle devient un sujet. Elle prend pleine possession de sa subjectivité plutôt que de rester au rang de muse et d'objet. Donc cette proposition, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle s'appuie absolument entièrement sur le texte d'Ovide. On comprend bien, grâce à la lecture du texte qui a précédé, comment Héloïse va arriver à tirer cette interprétation tout en relisant l'extrait. On voit qu'elle subvertit le langage pour tirer sa propre compréhension de l'histoire. Donc on voit bien ici aussi le lien entre ce qui est fait par Siama et les théories wittigiennes qui proposaient de se réapproprier le langage pour pouvoir se créer une histoire et une subjectivité. Voilà, donc je vous encourage à relire Wittig si ce n'est pas déjà fait, puis à regarder les autres films de Siama qui fait vraiment un travail formidable sur le regard. Merci beaucoup, Lilou. Alors, on va donc entendre maintenant la dernière présentation qui nous sera donnée par Valérie Simon. Bon, alors, Valérie Simon est titulaire d'un doctorat en philosophie de l'Université de l'Oregon. Ses recherches prennent pour point de départ l'histoire de l'activisme lesbien, compris technologiquement, c'est-à-dire du point de vue des limites et des possibilités de mobiliser des pratiques activistes passées afin de construire un avenir plus juste. À toi la parole. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Puis merci beaucoup d'organiser un tellement beau colloque. Ça fait plaisir. Donc, je vais plutôt lire le texte, mais j'ai hâte d'avoir vos questions pour notre panel après. Donc, mes meilleures découvertes de contenu lesbien ont toujours été dans les livres. Au détour d'une phrase, je découvre un film, comme The Watermelon Woman de Cheryl Doonier, ou bien un pan de l'histoire de l'activisme lesbien montréalais, comme la Lesbian Studies Coalition of Concordia. Chacune de ces découvertes, à leur façon, ont nourri mon travail de recherche et mon activisme, mais surtout m'ont aidé à mieux comprendre l'histoire des enjeux de la construction identitaire, politique et communautaire des lesbiennes. Ces moments de découverte que nous partageons toutes font partie prenante de la construction des communautés lesbiennes en étant plus que des moments personnels. Après ces moments décisifs, les livres, séries télé, films, zines, œuvres d'art, développement langagier, pour ne nommer que quelques exemples, sont compris comme des véhicules plus ou moins exacts de la représentation lesbienne. On les catalogue dans notre mémoire comme des moments de représentation ou de s'être vu représenté que l'on se raconte autour d'un café, entre amis, autour d'un verre, lors d'une première date, en gang, lors d'une fin de semaine au chalet
ou bien à soi dans son journal, alors que l'on essaie de comprendre pourquoi cette découverte est si significative et que l'on a l'envie irrépressible de tout changer. Mais notre mémoire nous joue des tours. Alors même que dans nos souvenirs et dans la manière dont on raconte à nous-mêmes et aux autres ces moments marquants de découverte, et que la représentation devient un cadre qui rend nos vies possibles et donne sens à nos désirs et même à nos revendications politiques, alors même que la représentation comme force qui nous pousse à agir, que ce soit dans nos vies personnelles ou militantes, justifie sans appel la représentation comme une pratique phare de l'activisme lesbien, alors même que l'on est certaine que sans cette représentation, on n'aurait jamais pu devenir et continuer à devenir soi-même à 100% à différents moments clés de notre vie, on sait très bien qu'on n'a pas besoin d'un film ou d'une série télé pour savoir qu'être lesbienne, c'est génial. Qu'en fait, aucune série télé, pièce de théâtre ou poème ne peut vraiment nous dire ça. Qu'en fait, il n'y a pas de relation directe entre une représentation lesbienne de qualité et une construction identitaire et politique. Sinon, avec le volume de nos productions, la lesbophobie intériorisée serait chose du passé. Quelque chose qui m'a toujours marqué dans le témoignage de ceux et celles qui sont passés par les travers des LGBT-phobies internalisées, c'est à quel point une thématique qui revient souvent, c'est l'évitement. L'évitement de tout contenu LGBTQI parce que ça confronte à trop de choses. Cet évitement ouvre une piste de réflexion pour nous attarder sur la représentation comme pratique. Si notre mémoire nous trahit et que la représentation n'est pas le cadre qui rend nos vies possibles, qu'est-ce que la représentation comme pratique accomplit et quel rôle joue-t-elle dans la construction identitaire, politique et communautaire des lesbiennes? Ce que ces représentations, sous forme de moments de découverte qui marquent nos mémoires, nous disent, c'est que la vie que nous voulons pour nous-mêmes est possible. Elles sont significatives et mémorables parce qu'elles mettent le doigt sur les facettes de nos vies en tant que personnes lesbo-queer qui vont au-delà des évidences. Elles font écho à des désirs de liberté, de possibilité et de calme intérieur que nous ne sommes pas certaines qu'ils soient tout à fait possibles et que nous voyons pour la première fois représentés sous nos yeux. Sous cet angle, la représentation devient donc une pratique dont l'objet est d'identifier et de décrire les facettes inapparentes des vies lesbo-queer. Je vous donne un exemple. Dans The Promise of Happiness, Sarah Amen analyse une scène du film If These Walls Could Talk To. Le film est composé de 3 courts-métrages où l'on suit 3 couples lesbiens qui partagent la même maison, mais à différentes époques. Dans le premier court-métrage, dont l'action se déroule en 1961, Abby et Edith ont passé les 30 dernières années à vivre leur amour dans cette maison, lorsqu'Abby fait une chute à cause d'un AVC et meurt quelques heures plus tard à l'hôpital. En attente de savoir si Abby va s'en sortir, Edith se fait aborder dans la salle d'attente par une femme qui vient de perdre son mari. Elle lui demande « Et vous, est-ce que votre mari est toujours vivant ?» Edith lui répond « Je n'ai jamais eu de mari. » La femme lui rétorque alors « Vous avez de la chance, comme ça vous n'aurez jamais à faire face à la douleur d'en perdre un. » Cet échange, qui montre la violence de la lesbophobie, décrit pour Amen comment une relation d'une trentaine d'années entre 2 femmes disparaît en un instant, rendant non seulement le deuil d'Edith non existant, mais aussi les 30 dernières années de sa vie. Ce qui ressort dans cette scène du film If These Walls Could Talk To au niveau de la représentation lesbienne, ce n'est pas qu'un exemple de la lesbophobie, mais aussi et surtout la manière insidieuse dont la fragilité de nos relations, de nos droits, de nos identités, de nos vies et la manière dont on les organise est une facette importante des enjeux identitaires, politiques et communautaires des lesbiennes. Cette scène s'attarde à une des formes de cette fragilité que cette fragilité peut prendre, mais on peut la décliner à d'autres sphères personnelles et politiques, telles que nos archives, notre sentiment de communauté, nos finances et plus encore. De plus, la représentation de cette fragilité prend différentes formes selon les époques. À mon sens, c'est ce travail d'identification et de description des facettes de la vie des personnes lesbo-queer et la manière dont celles-ci changent et se transforment à travers le temps qui fait que la représentation est partie prenante des constructions identitaires, politiques et communautaires des lesbiennes. En comprenant la représentation comme une pratique dont l'objet
est d'identifier et de décrire les facettes inapparentes des vies lesbo-queer, telles que la forme que prend la fragilité dans nos vies lesbo-queer, la question se pose. Quelle méthode s'offre à nous pour comprendre ces moments de représentation et l'histoire à laquelle elles font allusion? L'approche méthodologique que je développe et propose est une approche technologique. Comprendre la représentation technologiquement, c'est développer une approche théorique qui redéfinit ce qu'est une pratique, comme la représentation, et ce que signifie retracer l'histoire qui la sous-tend. Avec cette redéfinition, en termes généraux, une pratique, comprise technologiquement, a deux aspects. 1. Des façons de faire diverses, et 2. Des règles qui donnent une cohérence à l'utilisation de cette pratique. Appliquée à la représentation comme pratique, dont l'objet est d'identifier et de décrire les facettes inapparentes des vies lesbo-queer, la représentation est donc composée de deux aspects. 1. Des façons de faire diverses qui font référence à une multitude de thèmes et d'utilisation de divers médias. Et 2. Des règles qui donnent une cohérence à l'utilisation de la représentation, c'est-à-dire une évaluation de la force d'identification et de description des facettes inapparentes des vies lesbo-queer. Pour développer cette nouvelle approche à ce qu'est une pratique en général et dans le cas qui nous occupe, ce qu'est la représentation comme pratique, je combine le travail de Michel Foucault dans les volumes de l'histoire de la sexualité avec le courant de la German Media Theory en me concentrant sur le travail de Friedrich Kittler et son concept des cultural techniques. Cette approche s'inscrit également dans le tournant technologique qui anime une partie des études lesbiennes, comme on peut le voir dans le travail de Kate McKinney dans Information Activism et Jean Bessette dans Retroactivism in the Lesbian Archives. McKinney et Bessette analysent des médias divers, tels que pour McKinney des fiches de bibliothèques, des lignes d'entraide téléphonique, des infolettes, des processus de digitalisation, et pour Bennett, un livre comme Lesbian Woman de Del Martin et Phyllis Leon, les créations des premières archives lesbiennes à New York et Los Angeles, des vidéos YouTube, des films comme Watermelon Woman ou bien History Lessons de Barbara Hammer. Étant donné cet éventail de médias considérés dans cette approche technologique aux études lesbiennes, l'approche technologique aux pratiques que je développe ne s'attarde pas à un média spécifique ou bien à identifier et examiner des médias sous-analysés dans la littérature et nos conversations sur les archives. Mon approche vise plutôt à comprendre ces différents médias et l'histoire qu'ils décrivent de manière transversale. Avec ce déplacement, examiner la représentation lesbienne ne devient pas que l'affaire de comprendre sa visibilité, son accessibilité ou bien sa diversité en comparant cette représentation à un certain corpus d'autres médias. Avec ce déplacement, on se dote d'un outil supplémentaire pour suivre la trace des lesbiennes d'hier et d'aujourd'hui. Parce qu'en examinant une pratique telle que la représentation de manière transversale, on arrive à une toute autre manière d'approcher l'histoire lesbienne et ses riches archives. On n'inscrit pas les lesbiennes dans l'histoire d'un corpus, on met plutôt en conversation les pratiques utilisées et développées par les lesbiennes ainsi que leur développement historique à travers tous ces médias. On suit donc la trace d'une autre histoire lesbienne. L'histoire de différentes façons de créer des représentations, de l'apparition et de la réapparition de certains thèmes, du développement d'un corpus de représentation, c'est-à-dire d'identification et de description des facettes inapparentes des vies lesbo-queer, les histoires des différentes questions et enjeux qui animent et continuent d'animer la construction identitaire, politique et communautaire des lesbiennes, l'histoire de pratiques phares de l'activisme lesbien, telles la représentation, et de ce que leur mobilisation dans le présent peut nous apporter comme piste de réflexion et d'action pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. Merci. Merci beaucoup Valérie, quelle bonne conclusion pour ce panel. Maintenant, la parole est à vous. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser je vous invite à revenir, peut-être vous asseoir devant pour pouvoir répondre aux questions de la salle. La balle est dans votre camp. Qui a envie de commencer? Peut-être que je peux demander à nos panélistes
de nous dire comment elles ont peut-être réagi aux autres présentations, si elles ont pu, si elles ont retenu une dimension en particulier qui a évoqué chez elles quelque chose d'important. Julie, est-ce que tu veux commencer? Oui, moi, j'ai beaucoup aimé ta présentation, Lilou, avec Céline Sciamma. Puis je me demandais, as-tu vu La femme de l'hôtel de Léa Poul? Je me demandais si on pourrait appliquer justement cette dynamique-là, artiste-muse, à ce qui se passe entre les deux femmes. Bon, là, je ne te mets pas on the spot, là. Tu sais, je ne connais pas tant l'œuvre de Wittig, mais je fais juste lancer ça comme ça. Tu sais. Il me semble que je verrais une filiation intéressante. Tu sais, pour un doctorat, par exemple, ou quelque chose comme ça. Là. Oui! Quelle bonne idée! Dominique aimerait ça. Oui, après, la différence principale, quand même, c'est qu'il n'y a pas de relation lesbienne qui se déroule, enfin, physiquement en tout cas, voilà, visible dans La femme de l'hôtel. Mais après, c'est vrai que c'est très passionnant parce que j'y ai pensé justement. J'ai trouvé ça super intéressant, la façon dont Léa Poul traite cette relation-là. Puis on voit vraiment que la réalité et le film se fondent complètement et que ça affecte cette personne-là qui est déjà en détresse. Ouais, donc je dirais que c'est quand même pas exactement la même chose, mais ça pourrait être intéressant d'essayer de l'appliquer. Ouais. Merci, merci. D'autres réactions entre vous? Moi, j'ai Oui, beaucoup aimé Laurine? ta présentation, Julie aussi, et je me demandais, est-ce que, mis à part celle que tu as présentée, Léa Poul et quelle était l'autre? Chloé Robichaud, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres réalisatrices lesbiennes en ce moment, ou c'est un peu les deux principales du cinéma québécois? Ben, c'est sûr que dans le cinéma de fiction, tu sais, la liste est quand même courte, là, malheureusement, mais j'aurais pu parler justement du documentaire militant. Tu sais, à la fin, j'ai parlé de Lesbiana, donc une histoire parallèle, donc de Myriam Fougère, qui a fait aussi Féminista. Je pense que si on veut des représentations plus concrètes, tangibles, qui questionnent vraiment notre identité, il faut se tourner du côté du documentaire plus militant et tout. Ben, en espérant là, qu'il y ait d'autres jeunes réalisatrices qui émergent et tout, je pense que la façon dont les subventionneurs aussi traitent la diversité, puis la question de la femme, donc il y a de plus en plus d'offres aussi pour les jeunes réalisatrices, jeunes réalisateurs, etc. Fait, je pense que ça va amener de la diversité nécessairement, mais je pense que l'histoire reste à s'écrire à ce niveau-là. Là. À moins que vous en ayez en tête que j'ai pas, là, parce que là, tu m'as mis on the spot, là, fait que je sais pas, là. Oui, qui veut poser une question? Denise? Bon, on va lui apporter un micro. Donc, Denise Veilleux souhaite prendre la parole. Merci. En fait, je voulais remercier toutes les présentatrices. C'était vraiment, je ne sais pas, il me semble qu'on est comme en manque de ça, de représentation, mais aussi de réflexion, même sur l'absence de représentation. Alors, c'est pour dire, on est vraiment en manque. Puis quand on regarde ce qui existe, il y a tellement de choses riches et tout ça. Je voulais te remercier mon doux, attends un petit peu, non pas Valérie, c'était bon aussi. Lynn Underhill, merci. Je connaissais absolument pas. Et surtout comme lesbienne âgée et comme femme âgée, on n'a tellement pas, puis je dirais même pas le mot modèle, justement, image, représentation, image, c'est-à-dire, tu sais, qu'est-ce que ça a l'air de vieillir? On n'a pas le droit d'avoir des animatrices hétéros, jolies, etc., qui vieillissent à l'écran. Donc, imagine-toi comme femme lesbienne, encore moins, etc. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis, c'est le fait que son corps, elle l'utilise, comment je dirais bien, comme pour agir. Alors, cette dernière partie-là, j'ai adoré ça parce que c'est tout le contraire de être vue. Toute la définition principale de la femme, c'est être objet de regard de la part des hommes, n'est-ce pas? Et représenté par des hommes sous les formes qui leur plaisent. Mais de là, c'est pas ça du tout, mais pas du tout. Alors ça m'a fait du bien. Merci beaucoup. Et puis, je voulais juste dire que, à titre historique, j'ai organisé le premier festival de films lesbiens. Ça s'appelait En Outaouais. 3 jours de représentation avec suivi de discussion. Ça s'appelait Rendre le réel visible. Et je vais remettre mes quelques archives à nos amis
pointe par là parce que Laure était là tout à l'heure, Laure Neuville. Les archives lesbiennes du archives Québec. lesbiennes du Québec auront des documents là-dessus, la programmation, etc. Vous pourrez voir que déjà à l'époque, on a présenté justement quelques féministes, etc. et tout ça. Alors, ça a été vraiment une première et puis c'était vraiment utile d'avoir ça pour pouvoir se rencontrer entre nous puis parler de ces images qu'on a. Dans l'histoire, il y avait l'histoire de une reine, comment elle s'appelait, Catherine? C'est Christine, voilà, la reine Christine de Suède, avec donc une dimension aussi historique et tout ça. Alors, voilà, c'est ça. Il faut continuer. Merci Denise de souligner des événements qui se produisent hors des cités, hors des villes, et donc qui nous rappellent qu'en effet, on est aussi ignorant de ce qui se passe à l'extérieur des villes. En tout cas, moi, mea culpa, c'est vrai, tu as raison de souligner ça, et ce serait à découvrir, de même que ces œuvres formidables, des trésors qui sont cachés et qu'on doit penser à remettre aux archives, à nos archives quand le temps est venu. Hein. Oui, Claude Lantrop. Oui, voilà. Oui, j'avais une question pour toi, Julie. Moi, je suis comme en train de monter comme une collection de films lesbiens là, que je fais vraiment sur Torrent, donc ne le dites pas. Mais genre, je voulais savoir, tu sais, comme toi, justement, je sais pas si c'était un mémoire de maîtrise que tu avais fait, tout ça, mais genre, moi, que j'essaie de monter comme une espèce d'archive de films lesbiens, puis genre, ce que j'ai de la misère, c'est tous les films américains, ils sont comme vraiment trouvables, genre, tu sais, dans les bibliothèques ou, tu sais, des médiathèques en ligne ou genre sur Torrent. Mais, mon Dieu, les trucs québécois, les trucs... je sais que l'Argentine ont aussi comme une grosse culture de films queer LGBTQ depuis super longtemps, puis c'est comme tout ce qui sort de comme les États-Unis puis l'Europe, c'est comme vraiment difficile d'avoir accès à ces films-là. Fait que justement, c'est comme tu parlais de la femme de l'hôtel, j'ai essayé de le trouver, j'aimerais beaucoup le voir, je le trouve pas. Fait que ça, je voulais savoir, toi, mettons, dans ton travail de recherche, tout ça, comme de quelle manière tu avais accès au film, puis comme dans une idée de justement donner. Moi, genre, j'aimerais ça qu'on puisse rendre accessible aux lesbiennes les films réalisés par des lesbiennes, ou en tout cas, du moins, représentants des lesbiennes, mais genre, je me demande de quelle façon le faire, tu sais. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée, Julie. Est-ce que tu veux... Tu soulèves une très bonne problématique au niveau de la distribution là, au Québec. C'est vraiment très problématique. Si on regarde les services de streaming, par exemple, même le cinéma québécois en général, là, au-delà de la question lesbienne, c'est difficile. Ils sont pratiquement pas accessibles sur les services de streaming. Il y a Crave, qui est le gros joueur. Je ne vais pas faire de la pub pour Crave, mais si vous cherchez à voir du cinéma québécois, ça va être sur Crave. Il y en a très peu sur Netflix, il y en a très peu sur Amazon. Sur Apple, donc sur Apple, les films sont payants. Là, vous allez pouvoir trouver des petits joyaux, par exemple. C'est sûr que moi, quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise il y a 20 ans, je me sens bien. Il y a 20 ans, je me souviens, je l'avais fait sur... j'avais pas, en fait, les copies n'étaient pas disponibles, c'était du VHS. Et les films, j'ai dû me procurer auprès de mes directeurs de maîtrise. Il y a certaines fois, j'étais allée à la BANQ, mais c'était très rare. Donc, c'était vraiment du bouche à oreille, puis c'était vraiment du prêt de personne en personne. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire la même chose? Est-ce que les archives lesbiennes du Québec ont des DVD? Quelques-uns, mais pas des masses. Donc, des fois, par contre, il y a des rétrospectives. Je pense que ça allume les distributeurs à partir de ce moment-là. Là, on a eu le 40e anniversaire de la femme de l'hôtel. J'espère qu'il y avait quelqu'un dans la salle, un distributeur, qui se disait « Hey, ça serait une bonne chose de le ramener. » Donc, en espérant que, mais ouais, c'est difficile. Tu mets le doigt sur un bobo. Il faut se faire un club vidéo maison, il faut se le prêter entre nous autres, puis il faut ramener des DVD, là. Je pense. Oui, c'est ça, oui. Les appos, tout à fait. Ouais. Je pense que les deux, ouais. Juste pour te répondre, je sais que la femme de l'hôtel, elle est à la bibliothèque de Montréal, le DVD. Du coup, non, à la bibliothèque municipale de Montréal. Et il y a aussi des archives, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Solidarity Film Archives, où on a accès gratuitement.
il faut juste télécharger une application qui s'appelle Plex et où il y a un petit truc à faire, mais c'est vraiment accessible et il y a une banque de films vraiment impressionnante. Je pense qu'il y en a à peu près 5000 ou 10 000. Enfin, c'est vraiment... Et ça se concentre vraiment sur des films qui sont difficilement accessibles, des films LGBT, des films révolutionnaires, des films réalisés par des minorités, des films expérimentaux, tout ça, c'est vraiment... C'est pas des gros films qui sont accessibles facilement et du coup, il y a beaucoup de films queer, lesbiens dessus, je le sais. Donc, ça mérite d'aller voir pour les films que tu cherches. Donc, voilà, c'est vraiment une mine de trésors. Des questions? D'autres? Oui. Le répertoire donc, de réalisatrices équitables dit Ginger, donc à voir. Cinéma en ligne, oui. Oui. Excellent. Peut-être répéter la référence? Donc, réalisatrice équitable, donc c'est toute une plateforme, donc vous avez plusieurs films. Dame des vues. Plus de 2000 films quand même, oui, donc excellent. On pourrait mentionner l'ONF aussi, donc les films qui ont été produits par l'ONF sont disponibles sur leur site aussi. Alors, d'autres questions? Moi, j'aimerais dire que j'ai trouvé l'analyse de Valérie fascinante, vraiment très intéressante, et je souhaite lire ta thèse. Est-ce qu'elle est disponible ici au Canada? En fait, on peut, faut la demander par les bibliothèques. Merci. J'aimerais beaucoup pouvoir la lire parce que je trouve ça très intéressant, la distance que tu prends pour regarder le déploiement et les choses qui émergent, les thèmes qui émergent, les pratiques qui sont favorisées. Je trouve que c'est formidable et que j'ai l'impression que ça peut nous aider à beaucoup mieux comprendre ce qui se passe et à orienter les choses, à prendre en main nos représentations aussi. Est-ce que je me trompe? Non, oui, c'est ça. C'est c'est exactement ça. Essayer d'avoir une vision d'ensemble, en fait, pour pouvoir mettre les différents pans pans de notre histoire, mais aussi pans des histoires qui se passent ensemble pour pouvoir les analyser. C'est ça aussi le but de l'approche, puis de regarder un peu aussi c'est quoi les implications éthiques et politiques, et c'est quoi, et même sur les revendications qu'on a. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous toutes. Merci aux organisatrices et au RLQ. Franchement, chapeau. Un grand merci, tout le monde. Vraiment, la richesse des échanges qu'on a eus, la qualité des présentations, j'ai vraiment l'impression qu'on a eu la crème de la science lesbienne, gwyn, queer du Québec. C'était extraordinaire. On vous remercie beaucoup. Les panels vont être enregistrés, vont peut-être être disponibles après en ligne, donc on pourra vous diffuser les informations pour ça. Tout au courant du colloque, on a aussi produit plusieurs capsules vidéo avec plusieurs intervenantes, donc ça aussi, ça va sortir. Donc, pour vrai, on est sans mots par rapport à tout ça. Donc, un grand merci à tout le monde, un grand merci à toute l'équipe, à notre super support technique, à nos animatrices, à notre extraordinaire équipe vidéo. Donc, et merci à tout le monde qui était présent aujourd'hui. Et on se revoit en automne 2025 et en attendant à la Journée de visibilité lesbienne le 27 avril. Donc, merci beaucoup et à bientôt.